bilan faire concernant la première année de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Félix Antoine qui devrait s'y exprimer, à ce qu'il paraît, un meeting annulé pour des raisons sécuritaires selon certaines sources. L'Est de la République démocratique du Congo et les territoires des Bénis, d'une manière particulière, continuent à pleurer ses morts, malgré les succès des FARDC dans plusieurs bastions, jadis occupés par les rebelles EDF Nalou. La question de la balkanisation de la RDC est-elle encore au menu? À quelques mois de la tenue des élections locales et municipales en RDC, conformément à la constitution du pays, la question ne semble pas au rendez-vous pour le moment. Faut-il joindre l'idée pour faire abstraction à ces scrutins budgétivores en faveur du social du peuple? Proposition faite par l'ancien vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Kantitima, une proposition faite au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Autant de questions sur l'agenda de votre émission Contour. Contour reçoit aujourd'hui Jetro Muyombi Timbu, un grand analyste politique. Restez branchés sur votre émission Contour sous la présentation de Marianne Yavmoulanda. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision et bonjour pour ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Nous vous disons merci d'avoir encore une fois choisi cette chaîne, mais pour vous informer sur le plan politique, votre magazine Contour. Pour ce numéro, nous allons recevoir pour vous M. Jetro Muyombi, qui est analyste politique et haut cadre d'un parti de la place. Alors avec lui, nous allons débattre sur les questions de l'heure. Nous aurons 3 grandes questions. Si la réalisation nous permet, on séquencera le temps. Mais déjà, j'aimerais dire à notre invité, M. Jetro Muyombi, bonsoir. Bonsoir, madame journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous-même? Oui, ça va, merci. L'année 2020 a bien commencé? Oui, 2020 a très bien commencé. Je crois qu'il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à se plaindre. Ouais. Justement, 2020 a bien commencé, il n'y a pas à se plaindre. Tout de suite, c'est vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez du nouveau régime. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État depuis le 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, il a totalisé une année à la tête du pays. Si on vous pose la question, quel est le bilan? Comment vous pouvez nous présenter ce bilan? Un bilan positif, négatif? Un bilan qui promet? Je crois, pour analyser très bien le bilan du chef de l'État, il faut jeter un coup d'œil à son programme d'action. Lorsqu'il était en train de prêter serment, je pense, il a donné de grandes lignes par rapport à ce qu'il devrait faire. Et c'est ça qui peut nous aider à bien analyser. Je crois, là-dedans, moi, je ne vais pas donner la liste, mais vous êtes journaliste. Je crois que vous étiez en train de suivre avec nous. Vous avez vu, il y avait une question du social. Aujourd'hui, nous pouvons évaluer l'action du chef de l'État par rapport à cet axe social. Il y avait l'axe infrastructure, il y avait là-dedans l'aspect de la guerre de l'Est qui a perduré, un certain nombre d'éléments qui peut nous aider aujourd'hui à évaluer l'action du chef de l'État. Je crois, si moi je voudrais vous rétorquer la même question, je pouvais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on ne parle plus de la guerre de l'Est? Est-ce qu'aujourd'hui le social du Congolais est évalué à un avancement de combien de pourcents? Ce sont des questions peut-être. Alors je pense que ça, ce sont 2 éléments qui pourront nous aider à évaluer réellement l'action du chef de l'État aujourd'hui après une année. Mais seulement, il faut aussi savoir que le chef de l'État, bien sûr, comme on l'a dit, il a pris le pouvoir 7 mois après et il a essayé de faire un certain nombre de tâches qu'on a communiquées sous forme de 100 jours du chef de l'État, entre autres les sautes-moutons et autres. Bon, il y a un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, nous pouvons évaluer ensemble avec vous pour dire est-ce que tous ces éléments évoluent correctement? Est-ce que ça connaît un problème, les blocages quelque part? Mais peut-être moi je dirais, si nous voulons évaluer, peut-être attendons évaluer 2 ans ou 3 ans. Mais si nous voulons évaluer une année aujourd'hui, peut-être les mots seront aussi très durs.
Les mots seront très durs pour une année. Donc vous pensez qu'il faut donner du temps au président Félix-Antoine Tshisekedi pour un bilan? Ça m'engage parce que je suis de ceux qui lignent du côté des optimistes. Je ne peux pas dire d'emblée que le président Félix n'a rien fait et il ne va rien faire, mais je ne crois pas qu'une année du chef de l'État est satisfaisante jusqu'à aujourd'hui parce que vous avez vu d'où nous venons avec les taux de dollars, là où nous en sommes aujourd'hui. J'étais en train de suivre les prix du sac de farine, pas seulement dans le Haut-Katanga, en Bujimaï par exemple, disons en général. Et il y a un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il y a encore des choses à faire. Alors ça peut peut-être nous amener à dire, évaluer aujourd'hui l'action du chef de l'État pour une année. Peut-être nous ne serions pas très satisfaits. Quand je dis nous, je parle du peuple congolais, de la population congolaise. Pas encore satisfait, parce que être satisfait, c'est de voir que si le sac de farine était à 10 000 et qu'aujourd'hui on en achète à 5 000, on s'est dit voilà, il y a un bon travail. Si on a vu qu'il y avait la guerre à l'Est et qu'aujourd'hui on ne parle plus de cette guerre-là, on dit 100%. Donc moi, je ne vais pas m'inscrire dans cette logique de ceux qui veulent analyser l'action du chef de l'État en vain, mais je prends les éléments concrets qui ont été énumérés dans son discours programme. Et par rapport à ces éléments-là, nous essayons d'analyser ensemble avec tout celui qui veut analyser pour voir est-ce que réellement, à la date d'aujourd'hui, déjà, ça a été fait ou pas. Donc déjà pour vous, à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites par rapport au programme du chef de l'État. Je pourrais les dire ainsi. Oui. Alors, que faudrait-il faire? Accorder le temps avec ce vaste programme d'action où il faudrait que le chef de l'État, avec son équipe, le gouvernement, qui pointe les urgences, les priorités. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, si on vous posait la question? La bonne manière de faire les choses, je crois, c'est d'abord de s'arrêter. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'une année. Qu'on dise une année après 7 mois, une année après 6 mois, bon, importe peu. Mais il faut savoir dans les programmes discours du chef de l'État que ce qui était prévu pour une année, et à la fin de cette année-là, est-ce que ce qui n'a pas été fait, ça n'a pas été fait pourquoi? Quelles sont les raisons réelles? Au lieu de spéculer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui. On acquise l'autre, on acquise tel, tout ça c'est bien. Mais moi je pense la meilleure façon à faire, c'est de réunir un certain nombre d'analystes, de ceux qui ont de l'expérience d'évaluation, même des projets, peut-être de certaines activités comme ça, pour essayer de se poser la question, qu'est-ce qui nous a bloqué réellement, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Alors, à ce moment-là, on pourrait dégager les écarts et essayer de formuler leurs recommandations pour voir, même s'il y a les urgences, dans tous les pays, il y a les urgences, bien sûr, mais est-ce que si on se met à gérer un pays en se basant sur les urgences, aujourd'hui il y a une urgence, on saute dessus, demain il y a une autre urgence, on saute dessus, est-ce que après 5 ans, on aura fait quelque chose? Peut-être pas. On va se rendre compte qu'on s'est laissé résoudre que les urgences. Et à ce moment-là, on oublierait même ce qui est important parce que toute urgence n'est pas aussi nécessité. On peut avoir une urgence qui n'est pas une nécessité. On peut avoir une urgence qui n'est pas une nécessité. Puisque nous abordons déjà cette question, j'aimerais également vous poser la question. Aujourd'hui, ça parle, ça murmure, ça boude en ce qui concerne les 100 jours du programme, les 100 jours du président Félix-Antoine Tshisekedi, les urgences. Et parmi ces urgences, il y a le dossier saute de mouton, où aujourd'hui la population congolaise se rend compte qu'elle a été dribblée, qu'elle attend pour rien. C'est un dossier où plusieurs se sont en train de s'enrichir. Quel est votre point de vue par rapport à ce dossier, le saute de mouton? Est-ce que c'était une priorité? Est-ce que c'était une urgence des urgences, surtout qu'on a déjà des routes?
Madame, je crois que les sautes de moutons, c'est quelque chose qui concerne la ville de Kinshasa. D'abord, il faut qu'on le dise, parce que dans toute la RDC, il y a qu'à Kinshasa où on a lancé ça, à construire les sautes de moutons. Oui, pour résoudre le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Exactement. Et c'est un sérieux problème. Il faut être à Kinshasa, il faut avoir un rendez-vous et voir combien vous ratez des bonnes choses à cause seulement de l'embouteillage. Et cela est en train de venir à Lubumbashi aussi. Alors, je ne veux pas beaucoup plus me lancer dans cette analyse de dire est-ce que c'était nécessaire ou pas. Bon, alors, lorsque le chef de l'État a inscrit ça à son programme des 100 jours avec tous ses conseillers, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'ils ont eu à analyser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons juste voir qu'il y a quelque chose qui apporte en plus au développement de notre pays. Qui dit développement, dit l'économie acceptable, dit le social acceptable, dit aussi les infrastructures et autre chose. Alors, à ce moment-là, on parlerait du développement. Alors, si cela pouvait contribuer dans ce même sens, moi je peux dire que nous ne pouvons pas condamner que ce n'était pas urgent. Mais est-ce que la question c'est de savoir aujourd'hui si ces sauts de moutons n'ont pas été réalisés jusqu'à la date d'aujourd'hui? Est-ce que nous allons nous attarder à savoir si c'est réalisé ou ce n'est pas réalisé? Nous constatons que ce n'est pas réalisé comme il était prévu. On doit se poser la question pourquoi ce n'est pas réalisé, qu'est-ce qui nous a freiné? Parce que c'est en se posant une question comme ça que nous allons découvrir les éléments qui pourront nous aider à s'aligner correctement, à affronter correctement ce travail-là, afin que ça contribue au développement de notre pays. Mais il y a quand même une bonne blague qui circule aussi. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, aurait même déjà fait une déclaration à l'époque en disant si le 30 janvier 2020, il n'y a pas inauguration du saut de mouton de pompage, nous sommes là à Kinshasa, qu'on l'appelle. Alors ça fait débat. Votre point de vue pour qu'on passe à la deuxième grande question? Madame, vous savez, il y a un politicien qui avait dit il faut dire que quand on a une cause noble et des mots corrects pour dire. Bon, je ne préfère pas que ça soit un débat, réellement ça circule aujourd'hui. Les politiciens aiment toujours parler, mais à un certain moment, il faut essayer de voir pourquoi faire une déclaration. Est-ce que cette déclaration qu'on est en train de faire, ça a un impact positif et sur quoi par rapport à ce qui est attendu? Est-ce que c'est tout simplement du chantage? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'on veut faire discours voir politique, endormir le peuple? Tout ça, ça entre dans ce qu'on appelle le discours politique. Mais est-ce que moi, j'aime ces politiciens qui font des discours qui construisent, des discours qui renforcent la paix, qui amènent à la population à se mettre au travail, mais pas ces discours qui veulent à ce qu'on haïsse l'autre, qu'on aime l'autre, jouer à des jeux, je ne sais pas moi, du chat et de la souris à la souris. Par exemple, parce qu'on veut tout simplement faire de la publicité. La vraie publicité, madame, c'est le travail. Vous savez, ce n'est pas ce qu'on communique sans le mettre en pratique, que c'est ce n'est pas ça qui peut faire notre publicité. Alors, je m'aimerais à ce qu'on mette peut-être de côté, bon, tout ce qui se dit, c'est aussi une bonne analyse qu'il faut faire, que nous avons un certain nombre de politiciens qui, vraiment, ils aiment beaucoup plus parler que de se mettre au travail. Alors, il y en a, vous veniez de le dire tout à l'heure, qu'il y en a qui disent, est-ce que c'est l'enrichissement? Moi, je crois qu'il ne faut pas écarter aussi des aspects pareils. Il faut que tous les responsables dans notre pays, la population elle est responsable à son tour, mais il y a des institutions, lorsqu'ils entendent des déclarations pareilles, qu'ils essaient d'analyser ça profondément, parce que tout ce que nous voulons, c'est écarter tout ce qui est antivaleur. Bon, le fait d'endormir les gens, de parler, tout ça, d'essayer de perdre le temps dans des discours, moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut aussi condamner. Il faut que les gens se mettent au travail. Appelez, donc faites un discours pour dire voilà, nous vous avions demandé de prêter votre main à la construction des sautes-moutons, vous n'avez pas voulu. Voilà, les sautes-moutons est là, mais maintenant, est-ce que vous pourriez maintenant nous croire pour que demain, lorsqu'on va vous appeler à quelque chose d'autre, que vous puissiez y prêter main forte? À ce moment-là, ça serait une très bonne chose. Alors, si aujourd'hui,
Il y en a qui ont promis, qui ont essayé même, bon, on dit même qu'il y a eu de l'argent qui oui, semblerait-il aussi que ce dossier aussi bloque. On pourrait avoir l'inauguration du saut de mouton de pompage, on pourrait, mais aussi semblerait-il que ça bloque parce qu'en RDC, on est spécialiste des rétrocommissions. C'est qu'on verse pour les travaux, il y en a qui viennent après pour récupérer une rétrocommission. C'est ce qu'on raconte également. Madame, la rétrocommission n'est autre qu'une forme de la corruption passive ou active. On parle de la corruption passive et active. Peut-être on pourrait épargner ces débats-là parce qu'il y a le chef de l'État qui en a dit aussi ce qu'il a dit. Moi, je crois que c'est pas grave, le chef de l'État, c'est aussi un citoyen congolais que nous respectons, même s'il il a dit ce qu'il ne fallait pas dire, mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on puisse applaudir. Oui, on puisse applaudir que la rétrocommission n'est pas... Moi, je crois que la justice doit faire son travail par rapport à tout ce qui est rétrocommission et autres. Mais moi, je voudrais beaucoup plus me focaliser sur l'aspect de dire il faut qu'on arrive à avancer dans notre pays. Madame, je vous dirais que le problème qui nous bloque, c'est que nous voulons beaucoup plus stagner sur des choses, des discussions, des échanges, des fois qui ne nous avancent pas. À l'époque actuelle, nous devons voir très loin. Et voir très loin, c'est aujourd'hui que ceux qui dirigent, que ceux qui ont le monopole des directions, réunissent les gens qui réfléchissent pour essayer d'analyser correctement, réellement, qu'est-ce qui nous a bloqués. Parce que parler des sauts de moutons, pour moi, je venais de les dire, que c'est un élément de plus au développement. C'est pourquoi je n'ai pas voulu dire est-ce que nécessaire ou pas nécessaire, parce que ce sont des indices quand même, bon, bien sûr, par rapport aux infrastructures. Vous voyez dans d'autres pays là où nous allons, on a envie lorsque vous voyez les véhicules passent dessus, en bas, tout ça. Alors, aujourd'hui, moi, je crois que les débats devraient beaucoup plus se focaliser dans le sens de voir qu'est-ce qui a bloqué. Si réellement tous ces intellectuels qui sont tout autour du chef de l'État ont réellement compris que dans les 100 jours, on pouvait lancer ces travaux des sauts de moutons et les terminer, ou même peut-être avant une année, aujourd'hui, ils se retrouvent qu'ils sont en difficulté, le travail n'a pas été terminé, mais c'est quoi le problème? Oui, est-ce que vous ne pensez pas aussi, M. Jethro Muyumbi, à ce stade, on peut également dire qu'il y a un besoin réel d'un remaniement autour du chef de l'État dans son cabinet, le cabinet du chef de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas? Il y en a qui pensent de la sorte. Ce serait très ambitieux de dans le cabinet du chef de l'État. Oui. Bon, le remaniement est toujours important lorsqu'on connaît la cause. Moi, je préfère rester dans l'aspect qu'il faut d'abord analyser. Il faut d'abord analyser. Vous savez, quand vous avez un projet, vous le concevez, vous le mettez en application, il faut toujours savoir l'analyser à tout moment et savoir le recadrer. Peut-être qu'on peut accuser ceux qui sont dans les cabinets du chef de l'État, alors que la réalité, c'est peut-être autre chose. C'est pourquoi il est très important qu'on analyse, qu'on trouve le vrai cause. Et si les vraies causes, ce sont des gens qui ont détourné de l'argent qui devrait être affecté à ces travaux, à ce moment-là, il faudra le mettre dehors, même les déférer devant la justice. Mais si on se rend compte qu'ils n'en ont pour rien, mais la réalité c'est tout à fait autre chose, est ailleurs, alors on ira là où il y a la réalité, on va creuser, et cette fois-là, on pourra voir comment trouver des solutions et on avance. Les analyses des Congolais ne semblent pas unanimes quant à l'évaluation de la première année de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays. Loin d'idée des sondages, nombreux sont certes ceux qui applaudisseraient le nouveau chef de l'État, considérant que sa première année symbolise la rupture avec le régime passé, un régime dont la fin était émaillée de nombreuses critiques. Cela se justifierait par la libération des prisonniers et le retour des exilés politiques. La respiration de l'espace médiatique qui, en croire certains, était jadis étouffée, en constituerait aussi une illustration. Et c'est une année qui annonce la transparence et la bonne gouvernance
De la Respublica, les optimistes y croient. Par ailleurs, c'est d'un bon œil que les mêmes optimistes aperçoivent les multiples voyages à l'étranger du chef de l'État dans l'optique et selon eux de remettre la RDC sur la scène internationale. La signature des accords bi- et multilatéraux tels que celui de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, la réouverture des ambassades et de l'espace Schengen font partie des retombées. Félix Antoine Tshisekedi ne semblerait pas apprécier un Congo en vase clos. Ces voyages renforceraient des relations diplomatiques, non seulement avec les voisins, mais surtout avec les grandes puissances. La RDC peut donc de nouveau compter sur l'aide des institutions financières, des Bretton Woods et d'autres banques africaines avec la politique du président Tshisekedi, sans toutefois énumérer tout le point positif de l'an 1 de l'ère tshisekediste, que retenir entre autres des arguments négativistes de la première année de l'alternance au pouvoir. D'abord, il faut s'inscrire dans le social du peuple. L'espoir ne serait pas en train de s'envoler malgré le slogan du peuple d'abord, la dépréciation monétaire du franc congolais avec comme conséquence la hausse effrénée des produits de première nécessité aurait caractérisé la première année de Félix Antoine Tshisekedi. La promesse de l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État et des militaires tarde à se matérialiser. Cela renvoyerait également à l'insécurité grandissante dans des centres urbains où l'on ne cesse d'enregistrer des cambriolages des maisons accompagnés des meurtres, des vols, des viols et d'autres actes ignobles. Que dire de la guerre qui sévisse encore à l'Est malgré plusieurs initiatives du président Tshisekedi? On pleure chaque jour des morts à Béni au rythme du debout congolais qui chante un Congo dont Béni. Concernant les infrastructures, les Congolais attendaient l'inauguration du premier saut des moutons le 30 janvier 2020. Parole d'honneur du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe Lwakanigini. Président qui vient sans gouvernement et il fait ce qu'il est en train de faire. Kisuka sera inauguré le 30 janvier. S'il n'est pas inauguré, vous m'appelez M. Kamerhe, où est-ce que vous êtes passé? Vous étiez déjà là la dernière fois. Oui, mais c'est terminé. Les sauts de moutons est terminé. Parlons des chantiers qui sont à l'arrêt. Non, laissez-moi continuer. Partout donc, saute mouton inauguré par le peuple. Donc ni président, ni membre du gouvernement, même pas la police. Donc inauguration à saute mouton, tu as la choité. Donc comment on pensa saute mouton inauguré par le peuple. Bref, le bilan de l'an 1 de l'ère tshisekediste divise les observateurs. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en train de recevoir M. Jethro Muyumbi, qui est analyste politique. Avec lui, nous sommes en train de faire le contour, de faire les détours sur les questions d'actualité. M. Jethro Muyumbi, nous abordons directement la deuxième grande question. C'est autour de la guerre à l'Est. Il y en a qui parlent de la guerre à l'Est. Les uns parlent de la guerre, les autres parlent de la balkanisation de la RDC. Votre point de vue, surtout lorsque l'on observe qu'il y a 2 semaines et demie, la RDC a acclamé la victoire des FARDC. Les FARDC ont récupéré quelques territoires, notamment Mandina. Mais il y a 4 jours, il y a eu également des civils qui ont été tués à Béni. 36 civils qui ont été tués à Béni. Ça signifie par les AEDF, ça signifie que le problème est encore là. Quel est votre point de vue? La guerre à l'Est ou la balkanisation? Et par rapport à cela, qu'est-ce que vous en pensez? Madame, est-ce que ce n'est pas un problème de jeu de mots, par exemple? Et l'interprétation, moi je crois, il y a un problème à l'Est. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. Cette affaire de l'Est n'a aussi pas commencé aujourd'hui, parce que même à l'époque de Mobutu, même à l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila, même à l'époque de Joseph Kabila, et aujourd'hui à l'époque de Félix Tshisekedi, cette situation est en train de perdurer. Mais il y a des moments où ça a été maîtrisé. La situation s'empire. Je crois, aujourd'hui, quand on parle de la balkanisation, on veut tout simplement comprendre parce qu'il y a un certain groupe de gens qui contrôlent un territoire congolais. À ce moment-là, le gouvernement de Kinshasa devient incapable d'agir dans ces territoires-là. C'est comme si, je crois, on a suivi les allégations d'un pasteur catholique qui a dit il y a même des villages qui sont remplacés automatiquement par les expatriés venant soit du Rwanda, de l'Ouganda. Et ça devient vraiment critique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un problème à l'Est. Et le problème, c'est que
on se bat, on refoule le Congolais, on récupère le territoire congolais. Est-ce que c'est réellement la guerre, c'est de la politique ou c'est quoi au juste? Notre analyse, je crois que plusieurs d'autres pourrions les dire, que la guerre de l'Est, j'ai été moi-même à l'Est, je vous le confirme, j'étais à Bunia, j'étais tout près là, j'ai essayé de parler avec certains notables, j'ai essayé de comprendre c'est quoi en réalité le problème. Et tout ce que moi j'ai compris, c'est que il y a d'abord la communauté internationale qu'il ne faut pas épargner dans cette affaire. Il y en a tous ceux-là qui sont en train de fabriquer les armes qu'il ne faut pas épargner parce que avec ces mouvements pareils, ils se retrouvent parce qu'il faut que les armes se vendent, il faut qu'ils fassent entrer de l'argent. Il y a tout ce que nous avons, les organismes internationaux, qui essayent aussi de trouver leur compte parce qu'il faut qu'il y ait des cas comme ça. Il faut qu'il y ait une rétrocommission. Pour qu'eux aient le travail. Aussi, vous des parlez armes, de la rétrocommission, ça c'est aussi un élément, bien sûr, parce que lorsqu'on vend des armes qui a occasionné la guerre, on a acheté les armes de l'autre côté, il en trouve aussi son compte. Donc c'est tout ça une maladie qui ronge notre pays lorsqu'on parle de cette rétrocommission. C'est pourquoi il faut sanctionner aussi sévèrement à un certain moment. Mais il y a vraiment un certain nombre d'éléments qu'il faut comprendre qui sont à la base de tout ce qui se passe à l'Est. Et pour finir tout ce qui se passe à l'Est, nous d'abord, Congolais, devrions prendre nos responsabilités. On ne doit pas penser que ça c'est quelque chose qui concerne. Je vais vous révéler une chose que j'ai compris. À l'Est, lorsque j'étais à l'Est, un notable de l'Est m'a dit, les gens là qui ont besoin de créer des troubles, ils viennent recruter au niveau du village. Ils recrutent les ressortissants ou les gens qui ont habité ces villages, qui connaissent très bien, et ils composent avec eux, et après, ils sont en train de... Qui sont des Congolais, au fait. Bon, ça, c'est maintenant une question très compliquée. Est-ce que ce sont des Congolais, des Rwandais ou des Ougandais? Voilà, qui ont habité là-bas. Peut-être ils sont venus comme notre pays, c'est aussi un pays très hospitalier. Oui. Alors, ces gens-là, ils viennent, ils habitent, on les accueille, tout ça. Demain, alors ils viennent avec leur mission. Demain, ils déclenchent leur mission. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, comme je venais de le dire. Mais des fois, il y a aussi les politiciens qui en trouvent leur compte. Bon, je ne voudrais pas accuser qui que ce soit, mais je vous dis que j'y ai été et j'ai essayé d'échanger avec beaucoup de gens parce qu'il y a des gens qui veulent toujours se positionner, qui ont besoin qu'on les approche pour négocier avec eux, afin qu'ils trouvent peut-être un poste où qu'ils essayent de bien caser les autres, et ils sont derrière toutes ces choses-là. Alors voilà, je crois, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a un problème à l'Est. Et ce problème ne sera résolu que par nous-mêmes, les Congolais. Mais comment nous prendre en charge, d'abord, être vigilants et aussi essayer de comprendre pourquoi cette guerre persiste. Est-ce que réellement les armes qu'on a fabriquées, on ne peut pas les vendre en Belgique, par exemple, on ne peut pas les vendre en France, et c'est seulement au Congo où on doit vendre les armes pour que les gens se battent à l'Est. C'est un élément. Voilà, alors moi je pense qu'il nous faut se prendre en charge. Il faut aussi beaucoup plus réfléchir par rapport à ça. Se prendre en charge, réfléchir, je pense que nos frères, nos sœurs qui sont à l'Est se prennent en charge depuis des années, je pense, et ils sont tués aussi depuis des années. Est-ce que ce n'est pas une mesure, une proposition trop facile quand vous parlez de se prendre en charge pour la population? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ce sont plus les politiques qui doivent expliquer clairement à la population congolaise qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC, quels sont les accords qui auraient été signés? Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes à l'heure où les politiques congolais doivent expliquer clairement les choses pour que finalement tous les Congolais se disent nous pouvons faire ceci pour sauver notre pays? Madame, il n'y a aucun Congolais qui se bat seul. Tous ceux qui se disent politiciens, il n'y a aucun politicien, je voulais dire, qui se bat seul. Tous ces politiciens ne trouvent leur revers, ne trouvent leur force que dans la population. C'est lorsqu'on essaie d'appuyer quelqu'un
qu'il se trouve fort et qu'il s'est dit politicien. Alors, si je suis en train de dire c'est prendre en charge, je veux aussi parler de la conscience du Congolais lui-même. Vous savez, on a une maladie dans notre pays où les gens sont fanatiques à cause peut-être du tribu, à cause de la provenance ou à cause, je ne sais pas moi, de miettes, sans analyser profondément qui est-ce que nous sommes en train de soutenir. Ça, c'est un sérieux problème. Alors quand je parle de se prendre en charge, c'est beaucoup plus pousser notre façon de voir les choses, notre façon d'analyser toute action que nous sommes en train de mener ou de mettre en place et essayer de voir l'implication de cela. Alors, vous venez d'évoquer un élément que nos amis de l'Est se sont pris en charge depuis très longtemps. Et moi, je vais vous donner un autre exemple. Dernièrement, ici, lorsque les jeunes se sont mobilisés, on est en train de louer la FARDC parce qu'ils ont fait un grand travail. Mais la FARDC à elle seule, elle ne peut rien parce que si la même population ou certains Congolais peuvent facilement communiquer les informations aux ennemis, je crois, la FARDC, quelles que soient les armes qu'ils ont, ils ne pourront pas faire quelque chose de consistant. Lorsque vous parlez de se prendre en charge, tout le monde est concerné, population, politiciens. Exactement. Mais la responsabilité de politiciens face aux accords, vous ne pensez pas qu'il est temps que les politiciens expliquent aussi quels sont les accords qui auraient été signés face à cette situation de l'Est de la RDC? Madame, on parle beaucoup plus des accords, mais des fois difficile de brandir ces accords dont il est question. Mais il faut peut-être noter que même si accord il y a, et que cet accord était en train de marcher en l'encontre de la population est à mesure de faire dévoiler cet accord, et même de le faire rejeter. Parce que les politiciens ou les politico-administratifs, ils agissent. Il y a 2 députés qui sont élus par le peuple, qui représentent le peuple. Bon, si quelqu'un te représente, c'est-à-dire que tu lui as donné mandat. Et lorsqu'il fait quelque chose en l'encontre de ce que toi tu lui as demandé de faire, tu es en mesure de lui retirer ce que tu lui as donné comme mandat. Alors si aujourd'hui il y a de ces politiciens qui se sentent à l'aise, qui sont en train de faire, même s'ils signent des accords qui ne profitent pas à la population, lorsque nous revenons à ce que je venais de dire, de se prendre en charge, c'est-à-dire nous, la population, nous pouvons exiger. Vous voyez ce qui se passe en France, et même dans d'autres pays où on a obligé certains présidents à démissionner, par exemple. Mais est-ce que notre pays est à mesure par rapport à ça? Vous verriez que, je ne dis pas qu'il faut demander à un président de démissionner, mais vous verriez que si seulement, oui, vous verriez que si seulement, à cause d'un élément important, on doit tout simplement dire, non, voilà la raison, elle est de ses côtés, on demande à celui-ci, il y aura des camps, il y en a qui vont agir sans la tête. Un soulèvement de la population d'une certaine manière. Donc, alors, si je parle de la prise de conscience, c'est-à-dire, ça doit être total, à tous les niveaux. À tous les niveaux, oui. Hein? Essayez d'analyser, je condamne toujours des discours qui vraiment occasionnent des tiraillements, des séparations, des guerres, de ceci et cela. Mais j'encourage à ce que les actions réfléchies soient soutenues par tous. Alors, si à l'Est, là, aujourd'hui, on parle des accords, mais il faut que quelqu'un qui a l'information de ces accords, un bon Congolais, en conscience, en âme et conscience, qu'ils s'élèvent, ils disent, bon voilà, moi je suis témoin de tel accord et tel accord, voilà c'est cet accord qui est à la base de ça et ça. En dévoilant cela et en appelant tout le monde peut-être de se souder pour marcher contre cet accord-là, il ne ferait pas un péché. Voilà, il ne ferait pas un péché. Nous sommes en train de chuter petit à petit pour ce magazine d'aujourd'hui. Déjà, nous allons aborder la 3e grande question, Monsieur Jethro Muyumbi. Je rappelle que vous êtes analyste politique. La 3e grande question, c'est autour de la coalition. Coalition FCC-Cash. La coalition FCC-Cash, si on vous posait la question, comment elle se porte cette coalition? Surtout que vous êtes analyste politique. Et je pense qu'en tant qu'analyste politique, vous avez votre tendance qui est au fait le FCC. Si on vous posait la question aujourd'hui, comment elle se porte cette coalition? D'emblée, je dirais que la coalition se porte très bien. Parce que vous mettez dans un superlatif très. Très bien, parce que dans cette coalition-là,
il y en a qui sont de représentants. Je parlerai du président Félix Antoine Tshisekedi, je parlerai de l'autorité morale du FCC, le Raïssi Joseph Kabila Kabange, qui n'ont aucun problème. Depuis que le président Félix Tshisekedi est président, vous n'avez pas entendu qu'ils se sont chamaillés avec Joseph. Et quand ils se retrouvent, il y a des accolades. Même quand vous suivez les discours... Même avec les ennemis, on peut faire des accolades. Hein. Et bien sûr, mais suivez les discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Parce que lui, au moins, il parle, que notre autorité morale. Il n'a pas dit qu'il a un problème avec Joseph Kabila. Mais tout simplement, il faut noter qu'il y a un problème avec certaines personnes qui ne comprennent pas l'importance de cette coalition. Je disais un jour que la coalition, c'est une affaire de tout un État. De ces pays, la RDC, que nous avons. Et nous n'avons que ces pays, nous n'en avons pas un autre. Et ce n'est pas l'affaire d'un individu. Je rappelle que si le Raïssi Joseph Kabila Kabange n'aimait pas ces pays, ne nous aimait pas, nous Congolais, il pouvait facilement dire, je vais l'armée, j'ai ceci et cela, je reste. Je ne respectais pas la Constitution. Et alors, il pouvait par exemple dire, bon, je ne reste pas, mais j'impose. Il pouvait imposer Chadari, par exemple, mais il a tout simplement vu, il y a celui qui a la majorité en tant que président de la République, mais moi j'ai la majorité parlementaire, et pour la gestion de ces pays, il faudra qu'on se mette ensemble. En se mettant ensemble, ça signifie qu'il faudra qu'on évite les tiraillements de gauche à droite, et nous essayons de parler le même langage. En ce moment-là, nous boostons le développement. Parce qu'aucun pays s'est développé tout en s'étiraillant. Dans des guerres, on ne peut pas se développer. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Même certaines personnes qui sont tout autour du président de la République, certaines personnes peut-être aussi tout autour de l'autorité morale du FCC, oublient cet aspect-là. Les Congo, aujourd'hui, tout ce qu'il a besoin, c'est la paix, c'est le calme et c'est le développement. Le reste, bon, vous vous battez parce que vous voulez, que vous soyez sur telle chaise, que vous puissiez vous asseoir sur tel poste. Vous faites des discours, tout ça, pour incriminer l'autre, essayer de gagner de la confiance de l'autre côté. Ce sont des politiciens que nous devons décourager, nous Congolais. Et là, je reviens encore dans ce que je disais, la prise de conscience de tout Congolais. Vous voyez un politicien qui essaye d'alarmer, qui essaye d'allumer les faits de l'autre côté. Il faut vite, vite lui demander de se taire et lui montrer que le Congo a besoin de la paix. Le Congo a besoin du calme pour avancer. Il y a certains Congolais qui pensent, puisque vous venez de le dire très bien, la prise de conscience de tout Congolais, mais il y a certains Congolais aussi qui pensent, pour que les choses évoluent, il faudrait que cette coalition s'arrête. Il faut carrément parler d'une cohabitation, pas d'une coalition. Vous êtes analyste, Madame, vous êtes analyste politique, mais dire. aussi vous êtes juriste de formation. Exactement. Est-ce que vous pensez que ces compatriotes ont raison, ces compatriotes raisonnent mieux en disant qu'il faut... Je ne crois pas, madame, parce qu'il faut questionner l'objectif même de la coalition. Il faut questionner. Il ne faut pas qu'on tombe dans les jeux de mots inutilement. Bien sûr, nous sommes en politique. Des fois, on doit essayer de voir le bien de cette coalition FCC-CACH. C'est tout simplement de faire une unité. Les Blancs ont compris cela. Quand ils ont dit l'union fait la force, ils ont compris. Unité, oui, je vous laisse mais moi, je vous dis que dans notre pays, nous parlons de l'union fait la force, mais nous ne voulons pas expérimenter ce terme-là. Nous voulons seulement parler de ce terme, mais pas le mettre en pratique. Mais c'est ça, l'essai, le premier essai que Joseph Kabila, qui a prouvé d'abord de l'amour de ses patries. Il n'a pas été contraint, Joseph Kabila, à laisser le pouvoir. Je ne le crois pas, parce que je venais de dire... de cette communauté internationale, entre guillemets. Je ne crois pas, madame. Ça, ce sont des discours. Ça, ce sont des discours de ce genre mal en point qui sont en train de vouloir toujours activer les feux pour rien. Et ils veulent faire voir aux autres que non, voilà, il y a ça, il y a ça. Mais moi, je vous dis que Joseph Kabila a tout simplement pensé pour le développement de ces pays. Il a trouvé l'issue acceptable.
Il a dit, bon, si moi je lâche, je laisse parce que je respecte la Constitution, mais je voudrais quand même qu'on trouve un terrain d'entente pour bien gérer ce pays, parce qu'il a la majorité parlementaire dans tout le pays du monde. C'est lui qui a la majorité parlementaire, il doit toujours imposer aussi sa logique, sa philosophie, la philosophie de sa gestion qui continue. Même aux États-Unis, on a le président de la République, mais nous avons le Sénat, nous avons le Parlement, ils sont en train de faire leur travail. Et personne ne dit non, ils ont contraint les chefs de l'État. Alors aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que la coalition, c'est l'affaire de tout un pays. Ce n'est pas l'affaire d'un individu, Joseph Kabila et Félix. Ça c'est noté. Pour vous, la coalition, pas autre chose. Cohabitation, vous ne pensez pas? Non, je ne crois pas que parler de la cohabitation, est-ce qu'on voudrait remplacer quoi là-dedans, hein? Déjà, nous je pouvons rappelle cohabiter. que vous êtes également juriste. Oui. Exactement, c'est pourquoi je suis en train de revenir maintenant dans le sens même de ces termes qui parlent de la cohabitation. On a vécu par exemple lorsque le président Kabila était en train de diriger l'IDPS qui était de l'autre côté, mais il y a eu une cohabitation. Mais est-ce que dans cette cohabitation, on pouvait se retrouver pour dire, voilà, nous mettons les idées ensemble pour avancer? Non. Mais dans la coalition, on s'est dit, voilà, vous proposez ceci, moi je propose ceci. Je crois que le juste milieu, c'est celui-là, alors prenons le juste milieu et avançons. C'est ce qui est très important aujourd'hui. Alors si les gens veulent détourner tout ça, c'est tout simplement parce qu'il y en a qui veulent toujours nous sortir de la bonne voie vers le développement, pour nous amener sur un terrain où on va se tirailler, où il y aura toujours des guerres, il y aura des ceci et cela. On va comprendre que c'est tel qui est fort, c'est tel qui n'est pas fort, l'autre a perdu. À ce moment-là, moi je crois qu'on n'aime pas les pays. C'est pourquoi il faut toujours soutenir qu'il y ait cette coalition, qui est cette coalition CACH-FCC qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'aller de l'avant, mais oublier tout ce qu'il y a de provocations à gauche et à droite. Oubliez tout ce qu'il y a de provocations à gauche et à droite. Je rappelle que nous sommes en train pratiquement de chuter déjà. Nous recevons pour vous dans ce magazine politique Contour M. Gétro Muyumbi. Avec lui, nous sommes en train de débattre sur les questions d'actualité. Nous sommes en train de finir l'insécurité dans la ville de Lubumbashi. M. Gétro Muyumbi, vous vivez à Lubumbashi, c'est votre ville. L'insécurité. Il y a une semaine, il y a certains bandits, certains voleurs, de brigands qui ont été amenés à la prison d'Angenga, à l'Équateur. Les gens ont salué l'action. Votre point de vue par rapport à ce transfèrement des prisonniers dans la province de l'ex-Équateur? Je voudrais commencer par féliciter les gouverneurs de la province, Jacques Yabula, parce que l'initiative qu'il a mis en place en nommant une commission à la tête de la sécurité, notamment le général Morikita et les autres, je crois que c'était déjà une très bonne chose et on a observé que depuis un certain temps... Disons que la décision est venue de Kinshasa, au fait, du gouvernement national. Je me réserve, mais je sais quand même que c'est quelque chose qui a été fait dans ce sens-là. De positif. Des positifs. Et depuis un temps, on est en train de voir comment on évacue un certain nombre de gens qui étaient en train de s'aimer la panique derrière dans notre province. Et je crois que c'est quelque chose de très important et positif. Mais tout simplement, il faut souligner un élément que ce n'est pas au gouverneur seul. Il faut à un certain moment... Vous savez pourquoi même à l'école on a étudié l'histoire? C'est parce que c'est dans l'histoire qu'on puise aussi de la sagesse. Vous savez, à l'époque des musées Laurent Désiré Kabila, avec le système des Tchembe et autres, ça a beaucoup plus contribué. Et si vous allez en Zambie, vous allez en Tanzanie et même dans d'autres pays... À l'époque des musées, on parlait, oui, Tchembe, force d'autodéfense populaire. Exactement. Mais vous trouvez que vous avez un voisin qui a hébergé dans sa maison de gens qui vous semblent suspects, vous n'informez même pas la police. Vous ne faites aucun effort pour que... Ça, c'est un élément. Mais il y a aussi un autre élément. Moi, je vis dans certains quartiers. Les citoyens louchois enlevaient les immondices de leur maison, jetés dans des routes. Et imaginez que lorsque cette route-là se détériore davantage et qu'il y a un cas de banditisme à côté, même l'intervention ne sera pas arrivée facilement et ça, c'est un problème. C'est pourquoi
aussi la contribution de tout Congolais, de tout Louchois, je vais dire, par rapport à ça, est très très important. J'ai été dernièrement à Kalemi, j'ai vu, il y avait aussi de l'insécurité grave et terrible, mais j'ai vu ce qui s'est fait de l'autre côté. Maintenant, les gens peuvent se promener même... Dans le Haut-Katanga, il n'y a pas qu'à Lumbashi. Hein. En fait, c'est parce que vous vivez à Lumbashi. Il y a aussi Kasumbalesa où il y a eu l'insécurité. Il y a l'insécurité, ça c'est vrai. Dans la province du Haut-Katanga, pratiquement, on se retrouve dans plusieurs coins où il y a l'insécurité. C'est toujours important qu'il y ait d'abord la contribution. Vous savez, l'action publique ne peut jamais réussir si elle n'est pas soutenue par la population. Ça, c'est un élément très important. Il faudrait que tout le monde se sente d'abord responsable de cette affaire, mais aussi que les responsables, comme les commandes de la police, ceux qui sont chargés de renseignement et autres, qu'ils se mettent aussi en œuvre. Mais déjà, il faut louer ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que vous en êtes témoin, il y a un mois avant, la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a encore quelques cas par-ci par-là. Moi, je crois que si nous soutenons l'action, soutenir aussi en payant les taxes et autres choses que nous sommes censés payer pour que ça contribue. Ah mais là vous êtes en train de faire une autre campagne là, monsieur Gétro. Je ne fais pas. Vous faites une autre campagne. Je ne fais aucune campagne, mais je suis en train de dire des choses qui pourriont peut-être contribuer, parce que vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Si, par exemple, vous demandez à ce que la police fasse correctement son travail, le gouverneur fasse son travail, mais vous ne le soutenez pas dans ce qu'il est en train de faire, s'il n'a pas les moyens de sa politique... Mais si moi je n'ai pas mon salaire, je ne suis pas payé, je n'ai pas un salaire, comment je vais payer les taxes de l'État? C'est aussi une autre question. Voilà pourquoi on va encore revenir sur le premier dossier, quand on parlait du bilan, donc le social. Lorsque le social ne marche pas, je pense... Oui, je crois, vous savez, si les sociales ne marchaient pas, c'est toujours dans le même ordre d'idée, parce qu'on ne peut pas réclamer. C'est pourquoi il faut comprendre. Vous savez, quand on est en train d'analyser une question politique, il faut l'analyser dans sa globalité. Parce que vous ne pouvez pas, peut-être condamner les gouverneurs de la province de n'avoir pas fait ceci et cela, mais si vous êtes tout près de lui, lorsqu'il arrive à la fin du mois, il essaie de voir le recette à gauche, à droite, ça ne lui permet pas de bien motiver la police pour qu'il fasse correctement le travail. Vous savez, j'étais en train de donner l'exemple du Tanganyika. Ce n'est pas pour rien que j'ai donné cet exemple. J'ai posé la question moi-même, mais qu'est-ce qu'il y a à la base? Quelqu'un m'a dit, les policiers, tous ceux qui étaient alignés de travailler, ils recevaient une motivation. Je crois qu'on m'a cité quelque chose comme 50 000 par nuit. Et à ce moment-là, ils faisaient très bien leur travail. Même s'ils rencontrent un citoyen congolais sur la route, à 0h, à 1h, on doit juste vérifier et se rassurer que ce n'est pas un bandit. Donc ça signifie que le Haut-Katanga doit copier le modèle Tanganyika? Vous savez, moi, je connais une adage qui dit on copie les bonnes manières, mais on ne copie pas des mauvaises manières. Alors si... on ne peut pas tout copier, mais si c'est un élément qui peut nous aider aussi à vivre la sécurité dans notre province, mais pourquoi ne pas faire cela? Mais tout ce que moi je vais dire par là, c'est qu'il faut que nous, Congolais, nous, Louchois, puissions aussi contribuer, malgré nos faibles revenus, malgré tout ce que nous avons comme problème, nous puissions contribuer à la politique de l'autorité provinciale. Et cette fois-là, il pourra très bien mettre en application ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de concevoir comme politique pour sécuriser cette vie. Nous sommes en train de finir, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que nous étions en train de recevoir sur ce plateau M. Gétro Muyumbi. M. Gétro, qu'est-ce que vous avez souhaité que l'on dise lors de ce premier entretien avec vous dans le magazine Kanto que nous n'avons pas dit? Votre mot de la fin. Je crois, d'abord, je dois vous remercier parce que c'est avec des émissions comme ça que nous éveillons la conscience de tout Congolais, de tous les Louchois. Et c'est très important, il faut vous encourager, ça c'est la première des choses. Et je suis aussi très satisfait que vous ayez abordé des questions très pertinentes. Mais ce qu'il faut, c'est aussi que la population et tous les citoyens congolais doivent cesser tout ce qui est dérisoire et se concentrer à des choses importantes. Des choses importantes qui nous amènent à la paix, au développement et à la tranquillité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens discutent trop sur les routes, sur les couloirs devant leur maison, des fois sur des futilités.
Oh non, il faut qu'il y ait la dissolution de l'Assemblée, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Et ils n'analysent même pas la quintessence, la pertinence de ces questions. Est-ce que là, ce n'est pas aussi un problème des partis politiques qui ne prennent pas tout le temps pour enseigner, pour expliquer leur base? Vous avez parfaitement raison, c'est pourquoi je profitais pour faire quelque chose dans ce sens. Nous avons des responsabilités, chacun devant sa parcelle d'abord, dans sa propre maison, pour essayer de sensibiliser la base. Vous savez, si aujourd'hui les gens se focalisent à des futilités, ils oublient ce qui est nécessaire. À ce moment-là, donc, demain, nous allons condamner, non, le chef de l'État a terminé une année, deuxième année va venir. Il n'a rien fait parce qu'au lieu qu'il se concentre à travailler, il a suivi les gens qui lui ont dit non, écoutez, allez-y dissoudre le Parlement. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, parce que nous ne parlons pas de la dissolution de l'Assemblée, mais il y a beaucoup de choses qui font que nous devons travailler afin que la population se prenne en charge et qu'ils comprennent que la responsabilité et la conscience est de mise pour le développement de ces pays. Nous avons reçu pour vous M. Jethro Muyumbi. Avec lui, nous avons débattu des contours, des détours, de tout ce qui se passe en ce qui concerne la politique en RDC en général, mais plus précisément aussi dans la province du Haut-Katanga. Bye bye et à la prochaine.